Le Parlement de l'Union européenne a tout récemment adopté, presque à l'unanimité, parce que c'était avec 476 voix pour, 11 contre et 75 abstentions, une résolution qui condamnait le Burkina Faso. Alors cette résolution condamnait entre autres une soi-disant répression continue de l'espace civique, des opposants et des médias. Elle appelait à faire la lumière sur les allégations d'exactions commises dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et aussi, et bien sûr sans surprise, elle s'inquiète face au rapprochement stratégique que Ouagadougou a envers Moscou. Alors, j'ai envie de vous poser la question de savoir de quel droit le Parlement de l'Union européenne, d'un continent, se permet-il d'ériger des lois contre un pays souverain, le Burkina Faso? Cette résolution, comme d'ailleurs plusieurs autres de même nature qui l'ont précédée, est la confirmation du mépris abject, de l'inculture politique qui sont désormais à la tête de l'Occident en général, l'Union européenne en particulier. Dans aucune faculté de droit ou de sciences politiques, on ne peut expliquer à des étudiants, là je me place dans la posture d'abord du professeur, on peut expliquer à des étudiants que l'Union européenne a compétence pour écrire des résolutions sur un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. C'est-à-dire l'Union européenne n'a même pas de compétence pour écrire des résolutions sur les États-Unis, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, sur la Chine, qui n'est pas membre de l'Union européenne. Et vous voyez la mer Méditerranée tout entière, là, qu'il faut franchir. Franchir toute l'Afrique maghrébine. Il y a 6000 kilomètres, quoi, entre Paris et Ouagadougou. Et on voit des parlementaires européens qui s'arrogent le droit de légiférer sur ce qui se passe à 6000 kilomètres de chez eux, là où il y a pourtant un gouvernement, il y a un parlement, il y a un peuple qui ont une histoire indépendante de celle du peuple français ou du peuple européen. Donc, d'abord, c'est une incongruité épistémologique. On ne peut pas l'expliquer à des étudiants. Au collège, au lycée, à l'université, on ne peut pas leur dire l'Union européenne a le droit de faire des résolutions sur le Burkina Faso. Personne ne peut enseigner ça. Aucun enseignant ne peut enseigner ça. Il y a un deuxième plan d'appréciation. Pourquoi cet acharnement contre les pays de l'Alliance des États du Sahel? Vous avez bien compris que ce sont les pays qui incarnent la révolution panafricaine. C'est-à-dire des pays qui disent nous bâtissons notre politique sur 3 principes. Premier principe, le principe de souveraineté. Deuxième principe, le principe de liberté de choix de nos partenaires stratégiques. La Russie, la Chine, l'Iran ont choisi librement avec qui on marche dans le monde. Troisième principe, le principe de la défense des intérêts vitaux de nos peuples. Vous voyez bien que ces principes sont incompatibles avec les intérêts des nations négrières, coloniales, impérialistes, néocoloniales. Mais il y a mieux. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger énervent l'Union européenne, énervent le néocolonialisme français, parce que ce sont des pays qui ont crevé, Mariam Peugeot, un abcès fondamental. Qui est derrière les organisations terroristes qui attaquent l'Afrique? Pendant longtemps, on a prétendu que l'Afrique était attaquée par un groupe particulier de musulmans qui voudrait imposer à tous les Africains un certain type d'islam. Extraordinaire. Les terroristes qui ensanglantent l'Afrique sont les plus grands massacreurs de populations musulmanes africaines. Comment peut-on imposer à des musulmans d'être musulmans? En fait, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont les pays de l'avant-garde, les pionniers de la révolution panafricaine, parce qu'ils ont compris que les organisations terroristes étaient bel et bien en réalité des groupes de mercenaires de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. C'est-à-dire que ce sont les puissances de l'OTAN qui sont à l'origine de la création d'Al-Qaïda et de l'État islamique, avec leurs alliés du Moyen-Orient, où, vous le savez très bien, les dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique se promènent librement. En effet. Donc le Burkina, le Mali et le Niger ont dit « Nous ne combattrons plus jamais le terrorisme en nous appuyant sur les puissances qui en sont les parraines. » On leur en veut pour cela. Enfin, il y a une troisième observation sur cette affaire. Pourquoi cet acharnement et ce redoublement de résolution? Il y en a eu contre le Niger avant. Ensuite, on passe au Burkina. Ouais. C'est sûr que le Mali va être aligné dans les prochains jours. C'est sûr. Ils veulent créer en fait une atmosphère sur le plan du droit international ayant pour but de faire croire que ces 3 pays-là sont des facteurs de trouble pour la paix et la sécurité internationale. Vous savez, la Charte des Nations Unies de San Francisco, en son chapitre 7, dit que si un pays ou des pays devenaient des facteurs de trouble de la paix et de la sécurité internationale, alors les grandes puissances des Nations Unies
aurait toute liberté de s'ingérer, c'est ce qu'on appelle le droit d'ingérence, d'attaquer ces pays pour y restaurer des gouvernements compatibles avec la paix et la sécurité internationale. L'Union européenne, et notamment ici la France, avec son député barbouze majeur, le général Christophe Gomard, ils sont là pour créer une jurisprudence de la légitimation, mais complètement absurde, d'un interventionnisme militaire européen contre le Sahel. Ils veulent préparer les esprits à l'idée d'une légitimité, d'une légalité au moins apparente, d'une guerre frontale contre le Sahel. C'est ce que le président Ibrahim Traoré a justement appelé l'hiver noir. Et en effet, le Burkina Faso a d'ores et déjà rompu ses relations diplomatiques avec la France en contestant justement cette résolution de l'Union européenne. Et la France promet une mesure ou des mesures de réciprocité. Faut-il trembler? Il y a un proverbe très connu en Afrique de l'Ouest qui dit que cabri mort n'a pas peur de couteau. L'Afrique, depuis 600 ans, a connu toutes les formes d'agression, abominables qui soient. La traite négrière est reconnue aujourd'hui contre la volonté même de la France. Elle est reconnue comme le plus grave crime jamais commis contre toute l'humanité. Donc, aujourd'hui, l'état d'esprit qui règne en Afrique de l'Ouest est un état d'esprit déterminé, combatif. Un état d'esprit résilient, persévérant, sacerdotal, sacrificiel. Il n'y a aucun doute que la France ne sera plus jamais capable de coloniser les Africains avec l'esprit qui s'est levé au Sahel. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le discours français? Une fois de plus, il s'agit de créer les conditions d'une légitimation devant l'opinion occidentale, des projets d'agression ouvertes, frontales, contre les régimes qui ont décidé de contrôler leur uranium, leur manganèse, leur or, leur cobalt, leur lithium, etc. Ils veulent attaquer l'AES. Ils veulent l'attaquer exactement comme vous avez vu les États-Unis d'Amérique attaquer l'Iran. Ils veulent l'attaquer et ils veulent créer toutes les conditions psychologiques pour que cela ne soit pas une surprise dans leur opinion. Et ils sont à la recherche de l'alibi, du prétexte. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au Burkina Faso parce qu'il a rompu les relations diplomatiques? Ils peuvent strictement rien faire d'autre que constater qu'il n'y a plus de relations diplomatiques et laisser les Burkinabés tranquilles. Alors parlons maintenant de la question du franc CFA. On sait qu'il y a eu des promesses venant surtout des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Et aujourd'hui, on a envie de se poser la question de savoir pourquoi, quels sont les obstacles qui empêchent, les obstacles politiques, économiques qui empêchent la venue d'une nouvelle monnaie dans l'AES, malgré, on sait, des avancées économiques telles que la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement de l'Alliance des États du Sahel. Alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les 3 pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, de créer une monnaie indépendante du franc CFA? Alors, les obstacles à la création monétaire sont connus de très longue date. Le premier obstacle, c'est tout naturellement le néocolonialisme français. Le second obstacle, ce sont les bourgeoisies économiques africaines qui ont thésaurisé en francs CFA et qui ont besoin d'être rassurées sur le destin de leur épargne. Le troisième obstacle, qui est évident, c'est la mobilisation populaire, l'éducation populaire à la transition monétaire. On ne fait pas une transition monétaire comme ça, du jour au lendemain, par un claquement de doigts. On prépare tous les acteurs du système économique à cette phase transitoire. Le quatrième obstacle, c'est la situation, en effet, immédiate de guerre. Vous savez très bien qu'une monnaie a besoin d'être protégée pour être respectée. Et il est à parier que la sortie, par exemple, d'une monnaie qui s'appellerait le Sahel, serait immédiatement accompagnée de la volonté des forces néocolonialistes et impérialistes de truquer cette monnaie et de provoquer une inflation, une crise économique de sabotage. On a déjà eu une telle expérience quand la Guinée, sous le grand camarade président Ahmed Sékou Touré, avait décidé de sortir du franc CFA et de bâtir sa propre monnaie. La Guinée a d'ailleurs toujours sa propre monnaie. Les néocolonialistes français avaient entrepris des manœuvres de sabotage extraordinaires. Enfin, je pense qu'il y a un 5e point qui est extrêmement important. Ce 5e point, c'est qu'il faut se donner des priorités pour la nouvelle monnaie à venir. Quelles doivent être les priorités? Pour le moment, la priorité des pays de l'AES, c'est la sécurité, c'est l'investissement, c'est le cadre. Et puis, j'ajoute que
de mon point de vue, les pays de l'Alliance des États du Sahel sont déjà largement en train de se passer du franc CFA. Vous savez, il y a d'autres méthodes de paiement. Mais de quelle façon? Écoutez, par exemple, on peut acheter tout ce qu'on veut dans le monde maintenant avec de l'or. Et vous savez que cette région-là est la première productrice d'or d'Afrique de l'Ouest. Et ce sont des pays qui ont constitué des réserves d'or incroyables. Ils n'avaient aucune réserve d'or en 2021, quand ils arrivaient au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Aujourd'hui, ils ont des réserves d'or remarquables. Donc avec une capacité de participer directement à l'économie monde internationale. Moi, je suis convaincu que les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel vont agir de façon appropriée et accomplir la promesse qu'ils ont faite de doter la région sahélienne d'une monnaie souveraine. Mais je voudrais qu'on fasse confiance à leur méthode, à leur patience. Ils nous ont montré cela quand il fallait sortir de la CEDEAO. Ils nous ont montré cela quand ils ont mis fin à leur appartenance à la CPI, une autre arnaque de soi-disant justice internationale qui n'est rien d'autre qu'une cour de jugement pour les peuples du Sud global persécutés. Ils l'ont montré en créant la banque d'investissement. Ils l'ont montré en créant l'armée unifiée. Vous voyez, ils sont en train de travailler. Ouais. Je sais que cette monnaie viendra et que nous nous empresserons d'aller ouvrir des comptes bancaires au Sahel. Alors, je disais, je pense que les peuples de l'AES retiennent leur souffle parce qu'on attendait quand même une annonce l'année dernière du sommet des chefs d'État. C'est le syndrome de la fumée blanche, mais il ne faut pas que l'opinion cède au sensationnalisme. On est là dans des questions extrêmement délicates. Et puisque nous avons confiance aux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, accordons-leur le bénéfice de la profondeur. Alors, il y a tout récemment eu des visites éclairs par le nouveau président béninois, Romuald Wadani, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, alors qu'on sait qu'il y avait des tensions entre ces pays-là. Et cette visite a quand même permis de poser les bases d'un rapprochement et d'un dialogue qui n'existait pas auparavant. Est-ce que vous pensez que ces récents signaux d'apaisement permettent d'envisager une normalisation durable ou s'agit-il d'un rapprochement encore très fragile? Honnêtement, Mariam Fejio, je pense que le président Kossi Mboueke Romuald Wadani arrive au pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles pour son propre pays, le Bénin. Je vous présente la situation. D'abord, il arrive au pouvoir dans un processus électoral qui a été largement biaisé par son prédécesseur, qui, voulant s'assurer des arrières, a complètement neutralisé le processus du pluralisme politique au Bénin. Premier point. Donc, il souffre d'une légitimité légèrement flottante. Deuxième problème, les décisions géopolitiques et géostratégiques de son prédécesseur, le président Patrice Talon, ont conduit à l'effondrement du port de Cotonou sur l'océan Atlantique. Or, ce port est le poumon central de l'économie béninoise, une économie qui ne vivait pas que de l'activité économique interne au Bénin, mais de l'import-export avec les pays de l'Interland et notamment l'immense partenaire du Nord, le Niger. Donc, difficulté économique sévère, avec une baisse de recettes troublante. Troisième problème dont il hérite, l'autorité de l'État était fortement écornée. Lorsque, le 7 décembre 2025, le commandant des forces spéciales, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, a tenté de renverser le pouvoir Talon dont l'actuel président Wadani était ministre de l'économie et des finances. Enfin, il arrive dans un contexte où le bras de fer que la CEDEAO, mais également le président Talon avait engagé contre l'AES, a tourné à l'avantage de l'Alliance des États du Sahel. Les Nigériens s'en sont sortis, en partie grâce à la division de la CEDEAO, où vous voyez très bien que le positionnement du Togo, par exemple, a permis à l'Alliance des États du Sahel de maintenir l'ouverture sur l'océan Atlantique, alors même qu'on faisait embargo au Nigeria, embargo au Bénin, embargo en Côte d'Ivoire. Le Togo ouvrait le port de Lomé, qui est devenu le grand hub de circulation des marchandises à l'entrée comme à la sortie de l'Alliance des États du Sahel. Voilà la difficulté, voilà le bouquet dans lequel se trouve le président Wadani. Mais j'ajoute une sixième difficulté qui est énorme. Ils ont choisi, pour combattre les terroristes, de permettre que la partie nord du territoire béninois soit occupée par les troupes françaises, les troupes spéciales françaises. Or, ces troupes spéciales françaises sont réputées être en association avec les groupes de terreau ukro-nazis qui encadrent Al-Qaïda et l'État islamique contre les pays de l'Alliance des États du Sahel. Le Niger a à sa tête un homme extrêmement renseigné, le général d'armée
Abdourahmane Tiani, a donné les coordonnées, longitude et latitude des troupes françaises. Il a décrit les activités subversives des troupes françaises. Il a décrit l'encadrement direct des groupes terroristes. Et il a pu exhiber au monde entier des mercenaires français, des militaires français morts au combat, puisqu'ils encadraient, c'est le cas d'un certain soldat Quentin Rougier, ils encadraient directement les terroristes au Sahel. Donc, il y a une vérité objective qui est sur la table du président béninois, c'est que les troupes françaises ne sont pas là pour combattre le terrorisme, elles sont là pour veiller à le stabiliser afin de tenir les pays de la sous-région en otage et de leur imposer de céder à la France, comme depuis 600 ans, leur uranium, leur pétrole, leur gaz, leur manganèse, leur café, leur cacao, etc. Devant ce cocktail explosif, le président Ouadani n'avait pas d'autre choix que de souffler un peu le froid. La campagne qu'il a entreprise a pour but de dégonfler l'abcès, mais l'abcès n'est pas guéri. Parce que la commission mixte qui a été mise en place entre le Niger, elle a donné ses conclusions. Et le général Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur du Niger, a dit qu'il y a 2 conditions pour que la frontière ouvre et que les affaires reprennent. Premièrement, on signe un accord de défense. Le Niger et le Bénin s'engagent à combattre les terroristes ensemble. Deuxièmement, on n'autorise pas que des forces hostiles à qui que ce soit d'entre nous soient placées dans le territoire de l'un de l'autre. En l'occurrence, la France. C'est l'armée française. Donc Ouadani, le président béninois, c'est le maçon au pied du mur. On doit pouvoir lui dire, avec les Allemands, Hic Rodus, Hic müssen wir tanzen. Voici Rhodes, c'est ici qu'il faut danser. Sera-t-il capable de demander aux troupes françaises de quitter le sol béninois? Ce serait un grand tournant géopolitique et géostratégique du Bénin. Et s'il en est incapable, il aura commencé sa présidence par un espoir rapidement déçu. Et il faudrait s'attendre à des lendemains extrêmement troublés au Bénin. Alors, Monsieur Niamsi ou professeur Franklin Niamsi, la dynamique des pays de l'Alliance des États du Sahel est une dynamique profondément souverainiste. Comment expliquer son absence d'expansion à d'autres pays africains et dans quelle mesure ces dynamiques se heurtent-elles aux trajectoires politiques divergentes des États, comme illustre un tout petit peu la vision fédéraliste de Cheikh Anta Diop? Oui, moi, l'explication est vraiment, à mon avis, aisée. Les pays africains qui n'épousent pas officiellement la cause de la révolution panafricaniste sont souvent dirigés par des héritiers du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Ça, c'est le premier point. Vous ne pouvez pas avoir dans les palais présidentiels des gens qui ont été imposés contre leur peuple par la France, qui ont été imposés par les puissances néocolonialistes, et espérer qu'ils mènent une politique compatible avec celle de l'Alliance des États du Sahel, qui est anticolonialiste, anti-impérialiste. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que j'ai appelé la diversion des opinions africaines par justement les régimes autocratiques. Un certain nombre de médias dans les pays dirigés par des autocrates se sont spécialisés dans la diversion médiatique, c'est-à-dire la focalisation de leur opinion sur la scène politique de pays voisins, de pays étrangers, au détriment des tragédies internes à ces pays eux-mêmes. On connaît des tas de pays où les citoyens sont davantage abreuvés de ce qui se fait de grand, de beau, de merveilleux au Burkina Faso, au Niger ou au Mali, alors même que des tragédies sans nom se déroulent à l'intérieur de ces pays-là. Donc il y a eu une instrumentalisation du panafricanisme comme moyen de diversion des opinions de peuples qui sont pourtant pris en otage par les pires autocraties. Deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est l'état de nos oppositions. Dans tous les pays où la révolution panafricaine ne s'installe pas, c'est qu'il y a une crise de l'opposition politique. Quand je dis opposition politique, je dis l'ensemble des patriotes, des républicains, des amoureux du continent, de tous les corps, des forces vives de la nation. Les révolutions au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont été possibles parce que des patriotes de l'armée, de la société civile se sont associés. Voit-on dans les autocraties africaines, dont je ne voudrais pas, pour ne pas créer de difficultés dans les relations diplomatiques russo-africaines, citer les noms, est-ce que vous avez vu se mettre en place cette molécule, l'association de forces vives, des forces de défense et de sécurité avec les forces vives panafricaines de la société civile? C'est cette équation alchimique qui a libéré le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Or, tous les autres pays, qu'est-ce qu'on observe?
on observe que les forces vives de l'armée ont abandonné le peuple. Les élites des armées dans ces pays tenus par les autocraties veillent essentiellement à leurs intérêts. Les oppositions sont largement dominées par des opposants de figuration, bien souvent à la solde du gouvernement, à la recherche d'une nomination, d'un poste, négociant un strapontin. Donc, ce sont des peuples sans opposition opérationnelle qui aujourd'hui ne peuvent pas héberger la révolution africaine. Enfin, il ne faut quand même pas oublier la peur du changement qui est quand même l'une des faiblesses de l'homme dominé, tel qu'il a été étudié par un Albert Memmi, par un Frantz Fanon ou même par un Émile Chartier dit Alain. Frantz Fanon disait que la liberté du colonisé naît du cadavre en décomposition du colon. Mais si le cadavre du colon n'est pas en décomposition, comment le colonisé sera-t-il libre? C'est-à-dire que si les peuples de cette Afrique, encore sous domination abjecte, ne sont pas capables de former les coalitions de libération, on ne peut pas espérer que la libération soit un décret. Et puis, enfin, il y a une dernière illusion dans plusieurs peuples d'Afrique centrale, d'Afrique francophone en particulier, c'est de penser que l'AES va venir les libérer. Mais les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani ont fort à faire chez eux. Ils sont à l'avant-garde, ils sont au front de la lutte contre les troupes de l'impérialisme occidental et moyen-oriental au Sahel. On ne va pas en plus leur demander de mener la bataille de derrière, qui doit être la bataille de chacun. Donc nous avons tous, en tant qu'Africains, la responsabilité de faire comprendre dans nos peuples que ce que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens ont fait, c'est notre responsabilité partout ailleurs de le faire pour que des régimes qui sont attachés aux trois principes de la révolution africaine prennent le pouvoir. C'est mon plus grand espoir pour mon pays natal, le Cameroun. C'est l'espoir que tout Africain, toute Africaine doit formuler pour son pays. Alors, Monsieur Niamsi, est-ce que ce sont tous ces facteurs-là qui expliquent un tout petit peu le silence des États ou bien des responsables africains face aux problèmes des Africains? On observe que souvent, quand il y a, en ce moment même, il y a une certaine montée de xénophobie en Afrique du Sud. Contre les Africains. Contre les Africains. Et on voit qu'il y a un silence assourdissant des responsables africains. Il y a souvent des problèmes. Le terrorisme au Sahel, par exemple, on ne voit aucune condamnation des pays africains. Qu'est-ce qui explique ce silence face aux problèmes qui nous concernent? Oui, une fois de plus, l'explication, elle est vraiment circulaire. La nature du gouvernement qu'il y a dans un pays détermine le type de réaction dont il est capable. Si on faisait une cartographie des types de gouvernements que nous avons à la tête des pays africains, on comprendrait pourquoi la plupart de ces gouvernements ne réagissent pas de façon fraternelle, solidaire, avec la lutte de l'Alliance des États du Sahel. Parce que ce sont des gouvernements qui ont été instaurés sur la base du programme opposé, le programme contraire. Ça, il faut qu'on le comprenne. Donc, il faut que des révolutions passent par là pour qu'on ait un rapprochement. Regardez ce qui se passe, par exemple, dans des pays comme la Tanzanie, comme la Namibie, où il y a des dirigeants qui prennent des décisions courageuses qui touchent le cœur des Africains. Vous vous rendrez compte que la politique tanzanienne aujourd'hui, la politique namibienne aujourd'hui sont en phase, et même des contacts diplomatiques très poussés ont commencé avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Quand nous faisons la même politique, il nous est facile d'être solidaires. Quand nous ne faisons pas la même politique, ce n'est pas le cas. Donc l'individualisme politique qu'on a observé, c'est l'expression de la balkanisation de l'Afrique. D'abord, est-ce que c'est normal qu'il y ait 54 États africains qui tous ont été tracés par le fait colonial? Nous avons plusieurs États qui, en fait, ne sont pas des nations, parce que ce sont des États qui ont eu pour responsabilité d'inventer la nation. Et nous avons en Afrique quelques États qui étaient déjà des nations. Les États qui étaient déjà des nations, parce que c'était des États d'empire et de civilisation. Je fais ici allusion, par exemple, aux travaux du professeur Alexandre Douguine, que j'ai eu l'occasion de voir une fois de plus ici à Moscou, présenter son œuvre. Quand il y a un État qui est bâti sur une civilisation, bien souvent, la nation, dans cet État-là, précède l'État. Pourquoi? Parce que les gens ont en commun des valeurs, une orientation, la conscience d'une destinée commune. Or, la plupart des États africains, tels que nous les avons sur la carte, ils ont été tracés par le crayon arbitraire du colon. Donc, c'est des États, mais sans nation. Des États qui ont tenté de créer des nations. Et donc, quand on crée une nation sur la base d'un État qui lui-même n'est pas assis sur une conscience civilisationnelle haute, ça donne des réactions soporifiques, ça donne l'incapacité de faire chorus. Les pays qui réagissent en Afrique sont des pays qui sont en fait des nations avant même d'avoir été des États.
Regardez le Mali, il est enraciné dans le socle de l'Empire du Mali, mais c'est pareil, le Burkina Faso et le Niger actuel étaient dans le socle de l'Empire du Mali. La Mauritanie, le Sénégal, c'est l'Empire du Mali. Il y a une tradition politique malienne. Regardez le grand Loango, l'Empire Congo, vous allez voir qu'il y a une tradition. Vous regardez l'Éthiopie, par exemple. L'Éthiopie, c'est une nation. C'est une nation. Et c'est pour ça qu'elle a été capable de renaître de ses cendres tellement de fois. Nous avons d'autres pays qui, quant à eux, sont en train de devenir des nations. On crée la nation par l'hymne national, l'éducation civique, on crée la nation par le grand rituel protocolaire national, le patriotisme, les médias nationaux qui enseignent l'amour de la patrie. Mais cette nation-là, qui est créée de cette façon, elle est beaucoup plus faible que celle qui vient des profondeurs de l'histoire, de la conscience commune d'appartenance. Donc pour moi, objectivement, les pays qui sont les plus solidaires en Afrique sont les pays qui ont une mémoire civilisationnelle plus ancienne que l'État issu du processus colonial. Et donc, nous devons nous efforcer de créer de nouveaux ensembles sur la base des travaux de nos meilleurs intellectuels. Vous avez parlé de Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce qu'il prouve? C'est que nous avons une seule civilisation en Afrique noire. Donc, la prise de conscience de cela doit entraîner un changement de programme de formation et cela à un niveau de conscience tel que nous bâtissions des républiques panafricaines. Je milite par exemple pour l'idée d'une république panafricaine du Cameroun. Un pays comme le Cameroun est fortement politiquement bloqué parce que le tribalisme, qui y a été exacerbé par le colonialisme, paralyse l'énergie et le génie politique national. Il faudrait donc une opération intellectuelle et spirituelle pour les Camerounais, pour les Africains, de se regarder tous comme des Africains et de dire on va faire de beaux pays africains. Et avec la possibilité pour tout Africain, toute Africaine, d'être chez lui, chez elle, partout en Afrique. Et justement, en parlant de tout Africain ou Africaine, de se regarder comme étant chez lui en Afrique, quel est le rôle précis de l'Union africaine aujourd'hui? N'est-elle pas une organisation créée pour justement incarner les valeurs africaines et représenter l'Afrique, intervenir pour résoudre des problèmes sur le continent? Quel est son rôle aujourd'hui? Je suis vraiment désolé pour l'Union africaine. C'est une organisation qui a été basée et construite sur le dévoiement du rêve des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine de 1963. L'Organisation de l'Unité africaine est née sur le principe d'indépendance, c'est-à-dire d'une souveraineté assumée par les Africains. Les Africains disaient, et c'était les Jomo Kenyatta, les Haïlé Sélassié, c'était la grande Afrique des Kwame Nkrumah, l'Afrique des Hassan II, des Houphouët-Boigny, tout le monde était très gentil pour dire nous avons besoin d'une organisation continentale qui ne dépende que de nous et dans laquelle nous puissions traiter des problèmes qui nous sont communs. Or, quand vous dites que vous avez une organisation continentale qui ne dépend que de vous, le minimum pour dire qu'elle dépend que de vous, c'est d'en être les seuls et uniques financiers, le budget. Mais l'Union africaine aujourd'hui, qui est la version édulcorée de l'Organisation de l'Unité africaine, a 77% de son budget qui dépend du financement de l'Union européenne et de la Chine. Quelle politique peut-on mener lorsqu'on est sous la commande de quelqu'un d'autre qui paye? La politique de l'Union européenne et de la Chine. Voilà pourquoi cette Union africaine est timorée, amorphe, absente. Elle est illisible, elle est incompréhensible, elle est ambiguë. Je crois que c'est l'une des organisations qui a battu le record de production des communiqués les plus anesthésiants, les communiqués les plus somniférants qu'on ait jamais vus sur ce continent. Alors, la solution, c'est à mon avis qu'on crée une véritable union des peuples africains, une union panafricaine, qui, quant à elle, partira du principe de souveraineté. Bref, les trois principes de l'AES, à mon avis, doivent être appliqués à la naissance d'une nouvelle organisation continentale. Si une alliance des peuples d'Afrique centrale naissait en Afrique centrale, il y aurait là deux molécules suffisantes pour créer une union panafricaine. Et l'union panafricaine aurait pour principe, d'abord, l'autofinancement. Si on peut s'autofinancer, on peut s'assumer. Quand on ne peut pas, on est Union africaine de nom. Pour ma part, j'ai honte de ce que cette organisation est devenue. Je ne sais pas comment les autres Africains et Africaines peuvent être fiers de voir ce degré d'aliénation au pinacle du continent. Alors, parlons à présent de toute autre chose, l'ingérence franco-ukrainienne au Sahel. Les autorités de l'AES, on le sait, accusent depuis plusieurs années déjà la France et l'Ukraine de soutenir les groupes terroristes qui déstabilisent leur pays. Alors, quels sont les objectifs
de Kiev et de Paris dans cette déstabilisation continue? D'abord, tout le monde sait que le régime ukrainien, qui est un régime ouvertement nazi, néo-nazi, est utilisé comme un cheval de Troie pour combattre et démembrer la Fédération de Russie. C'est un régime de proxy dans le cadre de la guerre hybride que l'OTAN mène contre la Russie, contre les pays du Sud global en général. Je dis souvent aux gens que l'Ukraine joue contre la Russie le rôle que le Rwanda et l'Ouganda sont chargés de jouer contre la République démocratique du Congo. On les utilise pour fragiliser des États dont on sent que le potentiel de développement intérieur serait de nature à faire obstacle au projet d'hégémonie de l'Occident sur le monde. Les Ukrainiens servent à ça. Alors, la France se retrouve dans une situation nouvelle. C'est qu'elle a perdu une bonne partie des capacités militaires qu'elle avait au XXe siècle. Et ces capacités militaires dépendaient pour l'essentiel de ses troupes africaines. Vous savez que De Gaulle n'aurait jamais pu libérer la France sans les troupes africaines qui constituaient plus de 80% de l'armée de résistance française. En effet, les tirailleurs africains. Mais la France n'a jamais été une grande puissance militaire une fois qu'elle a perdu justement ses troupes africaines. Et cette situation d'effondrement militaire, économique, etc. de la France s'est aggravée lorsque les pays de l'Alliance des États du Sahel se sont retirés, lui enlevant de fait les puits d'or, les puits d'uranium, les puits de manganèse, de coltan, de lithium, dans lesquels elle se servait de façon discrétionnaire, osant même se présenter comme étant un pays producteur d'uranium. C'est une France en marasme sévère, qui donc est obligée, pour financer la déstabilisation de l'Afrique, de recruter des mercenaires. C'est le retour de la méthode de Bob Denard. Alors, les Ukrainiens ont un autre intérêt de s'associer à la France pour encadrer les groupes terroristes au Sahel. C'est que la Russie a choisi de se battre aux côtés des pays panafricanistes contre les terroristes. Les Ukrainiens trouvent qu'en Afrique, ils ont une opportunité inouïe, celle de tuer des Russes, en même temps qu'ils tueraient des Africains. Et donc, ils feraient ainsi d'une pierre deux coups. D'abord, ils servent les intérêts de l'OTAN, qui a détruit la Libye par 6 mois de bombardement, déstabilisé le Sahel, le Golfe de Guinée. C'est l'OTAN qui est derrière le Rwanda et l'Ouganda qui attaquent la République démocratique du Congo, tout le monde le sait. Et même derrière les groupes soi-disant islamistes, mais qui salissent inutilement cette belle religion musulmane, qui attaquent le Mozambique. C'est l'OTAN qui instrumentalise un faux islam pour attaquer des pays entiers. Et donc, Paris a un problème. L'armée française ne peut plus, elle n'est pas en capacité de monter en première ligne. Vous avez vu comment elle a été obligée de décamper du Niger. C'est parce qu'elle ne pouvait pas vaincre l'armée nigérienne, en fait. Le rapport de force était tel que si la France avait décidé d'engager une guerre contre l'armée nigérienne, elle aurait perdu tout son régiment. Donc, ils sont dans une nouvelle situation. Ils mènent donc contre l'Afrique une guerre hybride. L'Ukraine est un agent de guerre hybride contre la Russie. La France a besoin de mercenaires pour sa guerre hybride contre l'Afrique. En attendant de trouver un schéma, comme celui de 2011, pour bombarder sauvagement l'Alliance des États du Sahel et essayer d'y positionner, ils ont ouvertement dit un califat sur le modèle de l'Afghanistan. C'est-à-dire, en réalité, une bande de faux religieux qui, en réalité, sont des serviteurs de la CIA et de l'OTAN et qui déguisent tout cela en salissant la pratique religieuse des gens. Donc, voilà la configuration dans laquelle on retrouve des militaires français, des militaires ukrainiens aux côtés des groupes terroristes au Sahel. L'ambition, c'est d'accomplir le programme de l'OTAN de 2011, mettre la main sur les ressources stratégiques africaines par tous les moyens. Et il faut que les Africains comprennent que l'Occident politique ne renonce jamais à ses plans. La seule chose qui puisse empêcher les plans de l'Occident politique de se réaliser, c'est la résistance de ceux qui en sont victimes. C'est l'organisation résistante de ceux qui en sont victimes. Tant que l'Occident ne perd pas la guerre, il avance. Et quand ils ne peuvent pas gagner en frontal, ils passent par l'hybride. Quand ils ne peuvent pas gagner en hybride, ils organisent des guerres frontales. Ils organisent des conflits religieux. Ils organisent des conflits intercommunautaires. Ils organisent des conflits interrégionaux. Ils sont prêts à organiser des conflits pour déchirer l'Afrique parce que seule une Afrique divisée sera aisée à piller. C'est dans ce cadre qu'on voit les ukro-nazis et les néocolonialistes et les impériaux terroristes tous ensemble associés. Nous devons en être conscients et résister.
Et justement, la Fédération de Russie apporte son soutien aux pays, aux États de l'Alliance des États du Sahel. Alors, le repositionnement géopolitique des États de l'AES, passant bien évidemment d'une alliance avec l'Occident à des alliances avec la Russie ou encore la Chine, redessine bien évidemment les équilibres régionaux. Est-ce que cette dynamique reflète une rivalité internationale? C'est évident. On sait en effet, Mariam Fedio, que depuis très longtemps, celui qui contrôlera l'Afrique va dominer le bloc eurasiatique. C'est la thèse essentielle du grand ouvrage du diplomate Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard, le grand échiquier. Il expliquait le jujutsu géopolitique international d'une manière très simple. Il dit, la bagarre pour contrôler le monde, elle se déroule sur le continent eurasiatique, entre les forces atlantiques et les forces continentales. Les forces atlantiques, c'est-à-dire les forces de l'OTAN, les forces continentales, c'est-à-dire globalement eh bien, la Russie et la Chine. Mais ces deux forces-là, pour s'affronter, ont besoin d'utiliser des ressources considérables. Bon, la Russie a des ressources, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est capable de vivre en autarcie, mais le bloc occidental n'a pas les ressources qu'il faut. Par conséquent, quel est l'enjeu? Il faut aller trouver les ressources là où elles se trouvent. Et le continent qui a le plus grand nombre de ressources stratégiques au monde, c'est le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Dieu n'a pas implanté le premier homme en Afrique par hasard. Il a tout donné pour que l'homme soit heureux sur notre continent. Donc, pour le bloc eurasiatique, pour le bloc occidental comme pour le bloc oriental, le contrôle de l'Afrique est un enjeu de souveraineté pour eux. Parce que si l'Occident mettait complètement la main sur l'Afrique, il accumulerait une telle puissance qu'il l'utiliserait pour écraser la Russie et écraser la Chine. Ben, l'Occident comprend les choses de la même façon. Si la Chine ou la Russie eh bien, avaient sous leur coupe les ressources africaines, elles deviendraient trop fortes et capables d'écraser l'Occident. Voilà comment la rivalité se déplace chez nous en Afrique. Maintenant, le problème, c'est que nous, les Africains, on n'a pas l'intention d'être le faire-valoir de la puissance des autres. Nous voulons nous constituer en puissance, d'où la naissance de l'Alliance des États du Sahel. Nous voulons déterminer nos propres intérêts. Et du coup, on entre donc dans ce qu'on appelle non plus le monde bipolaire, Est-Ouest, mais le monde multipolaire. Parce que nous affirmons notre volonté de souveraineté et l'Alliance des États du Sahel n'est pas à la solde de la Russie ou de la Chine. Elle mène une politique africaine. Et alors, la grandeur de la Russie dans toute cette histoire, et relativement celle de la Chine, c'est d'avoir compris qu'il valait mieux favoriser la souveraineté africaine que de vouloir inféoder à leur tour l'Afrique. Car ça ne va pas marcher. C'est un modèle, le modèle néocolonial ne marche plus. Mariam Fejo, notre génération... Mais on a l'impression que la France, les pays comme la France, ne l'ont pas encore compris. Ils ont un blocage qui relève du domaine de l'idiotisme, c'est-à-dire qu'ils ont un mécanisme psychologique né de siècles de mépris envers les Africains et qui leur interdit de réfléchir normalement quand ils sont confrontés aux Africains. Vous voyez le type de réaction dont ils sont capables. On signe le 10 février un décret ministériel, ministère de l'Intérieur et ministère de l'Économie, disant que moi, Franklin Nyamsi, je suis coupable d'atteinte à la souveraineté de la France, à la défense de la France, à la sauvegarde de la population française, à la diplomatie de la France, seulement par les conférences, les livres, les opinions que j'émets. Mais c'est une France incapable de penser qui peut traiter de cette façon un penseur. Vous savez vous-même le sort qui vous est fait aujourd'hui dans les archives des services secrets français, traquant les journalistes qui disent la vérité sur le néocolonialisme français, Mariam Fejo. Donc c'est cette défaite intellectuelle. C'est vraiment une défaite spirituelle. Ils sont incapables de penser. Face à l'Afrique, le néocolonialisme français est tétanisé. Il devient bête et idiot, bête et méchant. Et c'est pour ça que le président Macron, chaque fois qu'il est allé en Afrique, a été condamné à faire des gaffes. Mais si vous ne pouvez pas argumenter, si vous ne pouvez pas prouver le contraire de ce qu'on affirme, il vous reste quoi? Il vous reste à faire des pitreries, à faire des gaffes, à crier « hey, hey, hey » devant les publics. J'en ai tiré son surnom. Je l'appelle vraiment Mister Hey, hey. C'est tout ce qui reste là. La diplomatie française, elle s'est achevée par « hey, hey ». Hey, hey. Au Kenya, devant une multitude d'Africains. C'était ridicule, c'est le ridicule complet. Il voulait venir au Ghana parler des réparations, des crimes commis contre les Africains, alors que le 10 mars, il a refusé de voter pour la résolution de l'ONU reconnaissant la traite négrière comme un crime contre l'humanité. Mais comment peut-on fuir la pluie pour se cacher dans la rivière? C'est un manchot qui veut prendre son courage à deux mains. C'est du jamais vu.
En effet. Donc, cette contradiction, elle est vraiment la raison de l'effondrement actuel et du déclin français et occidental. Ils sont incapables de réfléchir. Moi, je suis personnellement choqué par le degré de crétinisme qui, aujourd'hui, eh bien, occupe le leadership de l'Occident. J'ai mal au cœur, en tant d'ailleurs que citoyen adoptif français, de voir le type de dirigeants auquel on est bien livré désormais en Europe. Des gens qui n'ont même pas l'élégance, des anciens défenseurs de l'ordre ottanien, mais qui avaient de la profondeur politique, qui avaient de la vision, qui avaient une vraie culture politique. Avec Trump, avec Macron, avec Merz, avec Starmer, avec Ursula von der Leyen, on a vraiment affaire à des ovnis politiques. Ils ne sont pas dans ce monde, ils ne voient pas que ce monde a changé. L'Afrique, par exemple, ils en parlent à l'Union européenne comme s'il s'agissait de leurs petits-enfants de 1884-1885. Mais écoutez, on est en 2026. Et les Africains, gentiment, vous emmerdent. Vous ne pourrez plus jamais coloniser l'Afrique. Toute l'Union européenne ne peut pas recoloniser l'Afrique. Ni militairement, ni économiquement, encore moins intellectuellement. Et sécuritairement. Oui, absolument. Alors, professeur Franklin Nyamsi, pour sortir de cet entretien, j'ai envie de vous poser la question de savoir quelles sont les solutions que les États africains, notamment aussi des pays de l'AES, doivent envisager pour affirmer leur souveraineté. Écoutez, d'abord, ils ont pris les bonnes décisions. Il y a la question de la défense et de la sécurité. Si on n'est pas défendu, si on n'est pas en sécurité, aucun développement, aucun progrès, rien n'est possible. Ils ont créé une armée unifiée, 15 000 hommes, qui sont opérationnels, et dont l'action explique les défaites de l'impérial terrorisme. Je vous rappelle que le Mali a été attaqué le 25 avril 2026 par 12 000 hommes. 12 000 hommes armés. C'est une armée terroriste internationale qui a attaqué le Mali. Et je vous ai dit que la France étant en difficulté pour venir en présentiel sur le terrain, avec ses alliés ukrainiens et les groupes terroristes qu'elle protège, ils ont été obligés d'aller recruter à tous les bouts du Sahel, dans le lumpen prolétariat mercenaire. Il y a des gens qui n'avaient jamais vu le Mali de leur vie et qui ont été emmenés au Mali combattre pour tenter de renverser le gouvernement malien. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché au Niger? Ça fait 2 fois qu'ils attaquent l'aéroport de Niamey et qu'ils se prennent des déculottées monumentales. C'est parce que sur le terrain défensif, l'Alliance des États du Sahel a fait des bons qualitatifs. Elle a une capacité de réplique qui impressionne les armées occidentales qui sont cachées, y compris à travers leurs satellites. Deuxième point, ils ont engagé la bataille économique. C'est quand même difficile de ne pas saluer la naissance d'une banque avec un capital de 500 milliards de francs CFA et qui va donner des crédits aux Africains pour faire des affaires. Vous savez que les affaires ne marchent pas en Afrique parce que la plupart des banques africaines ne prêtent pas aux Africains. Le fameux slogan qui dit « on ne prête qu'aux riches », mais il s'applique en Afrique au fait qu'on ne prête surtout pas aux Africains puisqu'on continue à les considérer abusivement comme des pauvres. Avec ce projet-là, on va voir naître une nouvelle économie régionale, une véritable économie endogène. Il y a un troisième terrain sur lequel ils avancent. Ils sont en train de consolider, de rapprocher les politiques gouvernementales. Que ce soit la diplomatie, que ce soit l'aménagement de l'intérieur, tous les ministres de l'Alliance des États du Sahel se réunissent en conférence interministérielle sectorielle et il y a de la cohérence qui est en train de naître. On le voit dans la circulation des biens et des personnes, dans l'espace. Ils sont vraiment au travail. Et les peuples ont la patience de comprendre que ces gouvernements-là, pour la première fois de ce 21e siècle, font vraiment la politique qu'on doit faire, avec les moyens qu'on doit faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur demander? Moi, je suis plutôt sur l'idée de leur dire qu'il faut accélérer la mise en synergie des compétences de la société civile. L'Afrique regorge d'experts partout dans le monde. Il faut que l'Alliance des États du Sahel devienne un hub des compétences africaines en tout domaine. Et pour cela, il faut créer des cadres, des environnements pour faciliter cela. Aucun continent, aucun pays ne se sont développés sans l'intégration des diasporas. En effet. Et il faut créer un cadre pour cela. Et justement, en parlant des diasporas, est-ce qu'il y a des plateformes ou des cadres, comme vous le dites? Oui, alors pour le moment, il y a des cadres sur lesquels les diasporas peuvent contribuer, par exemple, à l'effort national. On peut aller au Burkina Faso, au Mali, au Niger, contribuer. Il y a des chantiers d'intérêt public, comme notamment le grand projet Faso Mebo au Burkina Faso, où vous, Mariam Fedio, n'importe qui venant au Burkina Faso peut dire « j'ai 2 jours de volontariat
pour placer des pavés, fabriquer des pavés, construire une bonne fontaine. Et ce sont des travaux spectaculaires. Le Burkina Faso est en chantier. Quand j'entends ces gens de la résolution de l'Union européenne dire que le Burkina Faso s'effondre, je me dis en fait c'est leur rêve de voir le Burkina Faso qui s'est effondré. Donc il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais il faut créer un cadre formel, de plus en plus formel, d'incitation au retour des capitaux, pas seulement des capitaux économiques, j'insiste sur le capital intellectuel, le capital de la compétence. Nous avons des ingénieurs atomiques, nous avons des médecins, nous avons des professeurs, un peu partout dans le monde. Il faut leur faire des offres intéressantes. Moi, je serais pour qu'on crée un institut de mise en valeur des compétences africaines. Un institut de mise en valeur des compétences africaines au Sahel. Ce serait la plateforme qui permettrait de synergiser les grandes compétences africaines de tous les continents vers l'Afrique, en donnant des conditions comparativement favorables. Parce que l'erreur qu'on commet souvent en Afrique, c'est que quand on a un expert africain de qualité, on a tendance à le sous-traiter. Alors, quand on a un expert occidental, je ne sais pas, américain, asiatique, de la même qualité, on a tendance à le surtraiter. Ce sont les traces des complexes d'infériorité issus du processus négrier et colonial. Nous devons nous en débarrasser et utiliser de manière hardie l'intelligence africaine. C'est pour cela que moi, je suis de retour en Afrique. Je suis de retour en Afrique parce que je pense que c'est là, dans cette période particulière de ma vie, que je peux être pleinement utile pour moi-même et pour tous les autres. Alors, pour terminer, j'ai envie de vous poser la question de savoir, parce qu'une fois, j'ai discuté avec un Français qui m'a dit qu'on parle beaucoup du fait que le continent africain, c'est le continent du futur et que ça représente une population jeune. Mais quand on se rend sur le continent, on remarque que c'est un tout petit peu, peut-être 500 ans en arrière. Et cette personne m'a littéralement confié qu'il faudrait peut-être 500 ans pour que l'Afrique rattrape l'Occident ou bien les pays comme la Russie. Combien de temps pensez-vous que l'Afrique devrait... combien de temps faut-il à l'Afrique pour rattraper les pays comme la Russie? Alors d'abord, je pense que le développement ne consiste pas à rattraper un pays. Donc il faut déjà qu'on sorte de ce paradigme du développement qui a été théorisé par pas mal de chercheurs occidentaux quand ils prétendaient que la marche du monde consistait, pour tous les peuples de ce monde, à aller vers la ressemblance envers l'Occident. C'est l'hypothèse de Francis Fukuyama. D'ailleurs, cela était au cœur de la conférence scientifique internationale qui a eu lieu à l'université d'État Lomonosov, à laquelle j'ai été invité. L'objet, c'était de penser le futur. Et l'hypothèse était la suivante. Mais comment peut-on penser le futur alors qu'on n'a pas la même conception du monde? L'Occident, pendant longtemps, a voulu promouvoir l'idée qu'il était le nec plus ultra du monde et que le progrès consistait à le rejoindre. C'est faux. Le progrès ne consiste pas à rejoindre les autres, mais à se réaliser soi-même selon ses propres valeurs. C'est ça le véritable progrès. Du coup, le progrès se fait dans un monde multipolaire. Donc pour moi, il ne s'agit pas pour l'Afrique de rattraper la Russie ou de rattraper les États-Unis ou de rattraper la Chine. Il s'agit pour l'Afrique de réaliser au maximum son potentiel dans le cadre du respect de sa civilisation et de son identité propre. Voilà le projet. Donc un développement endogène. Alors, cette personne qui vous dit qu'il nous faudrait 500 ans pour faire cela n'a pas compris qu'une fois qu'on est dans la dynamique du développement endogène, on est libéré. Toute Africaine, tout Africain qui a confiance en notre génie propre, qui a confiance en notre capacité de faire, de vivre en nous-mêmes, par nous-mêmes, de mettre en œuvre des solutions intelligentes, lucides, cet Africain, cette Africaine sont déjà libérés. Le progrès est accompli. L'accumulation des choses matérielles n'a jamais été la garantie du progrès. Le concept même de progrès a été malheureusement détruit par la théorie quantitative, matérialiste du progrès. Le progrès, c'est la réalisation de soi. C'est être soi-même dans un environnement intégré, apaisé, un environnement compatible avec nos valeurs. Et je pense que c'est ça qui est important pour l'Afrique. Nous ne sommes pas en concurrence avec les autres pays du monde, mais nous voulons être les meilleurs que nous n'ayons jamais été. Merci, professeur Franklin Nyamsi.